Aujourd'hui, bien, je vais vous parler des impacts dans le système solaire. Alors, quand on parle d'impact, eh bien, c'est tout simplement le résultat de collisions à la surface des planètes, mais aussi de la planète Terre. Quand nous avons un astéroïde qui arrive à la surface d'une planète ou d'un astéroïde ou encore de la Terre, nous allons avoir ce qu'on appelle un cratère d'impact. Les cratères d'impact sont présents à la surface de tous les corps planétaires. C'est finalement le processus planétaire le plus récurrent dans le système solaire. Et évidemment, il va nous donner des indicateurs sur l'histoire, il va nous permettre de retracer l'histoire géologique des planètes, mais aussi évidemment, lorsqu'on a une collision et un impact à la surface d'une planète, nous allons avoir évidemment une modification de l'environnement. On va en parler évidemment notamment de grandes catastrophes, comme ça a été le cas il y a 66 millions d'années lors de la collision d'un astéroïde avec la Terre qui a provoqué la disparition de près de 90% des espèces à la surface de notre planète. Alors les cratères d'impact, quand on regarde la surface de la Lune, on en voit finalement partout. Toutes les dépressions circulaires que vous voyez à la surface de la Lune, ce sont des cratères d'impact. Et ça nous paraît évident aujourd'hui, mais finalement, c'est pas si évident quand on essaye de retrouver un petit peu l'histoire. Il faut savoir que si vous reprenez un livre d'astronomie d'il y a un peu plus d'un siècle, on ne connaissait pas ce qu'était un cratère d'impact. En fait, les cratères qu'on voyait à la surface de la Lune, pour la majorité des géologues et des astronomes, c'était tout simplement des édifices volcaniques. En fait, quand on le voit sur cette représentation, souvent des gros cratères d'impact, il y a un piton central. Et quand vous regardez une représentation là vous voyez à la fin du 19e siècle, le piton central, on pensait que c'était l'édifice volcanique. Il y avait des éjections massives qui formaient à ce moment-là tout autour une structure circulaire. Et il a fallu attendre le début du XXe siècle, notamment avec l'étude du météore cratère en Arizona. Ce cratère, c'est certainement le cratère le mieux préservé, le plus joli à visiter sur Terre. Il se situe pas loin du Grand Canyon. Il fait un peu plus d'1 kilomètre de diamètre. Il y a un musée pour aller évidemment l'étudier et aller le voir. Cette structure d'impact, au début du XXe siècle, il y a Monsieur Barringer qui est allé l'étudier et qui a retrouvé des météorites tout autour de ce cratère. Il a été le premier à faire le lien entre le cratère et les météorites. Alors évidemment, à l'époque, on ne comprenait pas du tout les processus qui étaient derrière sur la formation des cratères d'impact, mais toujours est-il que début 20e, on commence à comprendre qu'il existe des cailloux extraterrestres qui tombent sur Terre et qui forment des dépressions, des gros trous à la surface des planètes. Et il a fallu finalement attendre vraiment les années 60, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 60 ans, pour comprendre que les cratères d'impact, que ce soit sur la Lune, sur la Terre ou éventuellement sur tous les autres corps du système solaire, étaient le résultat vraiment de collisions d'astéroïdes avec la surface d'une planète. Il faut comprendre qu'un cratère d'impact, c'est quelque chose de très violent. Donc on va le voir, ça va modifier totalement le paysage. On le voit à la surface de la Lune, toutes les surfaces ont été complètement métamorphosées par ce processus. Sur Terre, quand on regarde la surface de la Terre, on ne se dit pas qu'il y a des cratères d'impact partout. Et il faut évidemment les chercher. Sur Terre, on compte aujourd'hui environ 200 cratères qui ont été recensés. Ces cratères ne montrent pas une distribution homogène à la surface de la planète Terre. On le voit, la majorité des cratères d'impact sont situés aux États-Unis ou encore en Australie ou dans le nord de l'Europe. Donc il y a des zones encore aujourd'hui sur Terre qui n'ont pas été étudiées. Le nombre de cratères connus est directement relié à la communauté scientifique qui les étudie. C'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup d'Européens, beaucoup d'Américains qui étudient les cratères sur leur territoire. Et donc aujourd'hui, si vous voulez aller découvrir un nouveau cratère d'impact, il y en a certainement beaucoup encore à découvrir en Afrique ou encore en Amérique du Sud. Alors ces cratères d'impact, 200, ça semble ridicule. Quand on compte le nombre de cratères à la surface de la Lune, sur la surface de la Lune, il y en a des centaines, voire des millions à la surface. Donc 200, sur Terre, c'est ridicule, et tout simplement parce que les cratères qui se sont formés sur la Lune, par exemple, se sont formés il y a plus de 3-4 milliards d'années à la surface de la Lune. Et sur Terre, il y en a eu autant qui se sont formés, mais ces cratères ont disparu depuis.
Et ce qu'on voit, en fait, les 200 cratères qu'on observe sur Terre, finalement, ce sont les plus récents. Et on a perdu complètement la trace de ces milliers de cratères, millions de cratères à la surface de la Terre, notamment parce que la Terre est une planète très active. Il y a ce qu'on appelle la tectonique des plaques qui va tout simplement renouveler en permanence la surface de la planète Terre. Et donc, du coup, la majorité des cratères a disparu. Alors, ces cratères, on arrive à les dater à la surface de la Terre. Ces cratères, on arrive à les dater, notamment à dater les roches qui sont fondues liées à l'impact. Et on le voit, la majorité des cratères, finalement, ont moins d'1 milliard d'années sur Terre. On en a un ou deux qui ont 2 milliards d'années, mais ce sont vraiment les plus vieux. Tous les cratères de plus de 2 milliards d'années ont disparu. Et finalement, la majorité des cratères qu'on connaît ont moins d'1 milliard d'années et ont plutôt un âge compris entre 100 millions d'années et 1 milliard d'années. Les cratères les plus récents, on en a effectivement de quelques dizaines, centaines de milliers d'années, voire quelques millions d'années, mais ce sont les plus petits qu'on trouve parce que tout simplement, au bout de quelques millions d'années, tous les petits cratères ont disparu avec le temps. Ils ont été notamment érodés par l'eau, par le vent ou ont été recouverts par le sable. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que sur Terre, oui, il y a des cratères d'impact, il y en a eu beaucoup, il y en a encore qui se forment. C'est évidemment pas un processus qui arrive tous les jours, mais régulièrement quand même, on a des objets de quelques dizaines, voire centaines de mètres qui viennent rentrer en collision avec la Terre et qui va évidemment modifier l'environnement terrestre, soit à l'échelle locale, régionale ou encore plus globale, comme ça a été le cas il y a 66 millions d'années. Alors quand là on a la formation d'un cratère d'impact, c'est quelque chose effectivement de brutal. Il faut bien réaliser que, évidemment, on va parler là des gros cratères d'impact, notamment qui vont se former par des objets plutôt de centaines de mètres ou kilomètres de diamètre. Imaginez-vous quand vous avez un caillou, un astéroïde d'1 kilomètre de diamètre qui arrive à la vitesse de entre 10 et 20 km/s, l'énergie cinétique de l'objet est phénoménale et quand l'objet arrive et percute la surface, il va y avoir un choc énorme. Et donc quand on a la formation d'un cratère, on va avoir 3 phases principales. Il va y avoir tout d'abord la phase de contact où finalement toute l'énergie de l'objet, l'énergie cinétique est transmise au sol et il va y avoir une onde de choc qui va se propager et qui va commencer tout simplement à créer une dépression. Cette onde de choc finalement va se propager dans le sol et il va y avoir commencé une phase de modification notamment où il va y avoir un rideau d'éjecta où les éjectas vont commencer tout simplement, imaginez-vous un trou qui s'ouvre avec un rideau d'éjecta qui se propage et on va avoir comme ça une dépression qui va mesurer certainement plusieurs kilomètres, voire dizaines, voire centaines de kilomètres. La plus grosse structure d'impact sur Terre, c'est Vredefort et elle fait près de 250-300 km de diamètre. Et après cette phase de modification, il va y avoir finalement une phase tout simplement finale où le cratère va se former, où on va avoir, selon la taille de l'impacteur, plutôt un cratère en bol ou un cratère complexe avec un piton central ou encore des bassins à anneaux avec des anneaux concentriques. C'est un peu comme quand on jette finalement un caillou dans l'eau où on va avoir d'abord un petit trou, un giclot qui va rebondir et des anneaux concentriques qui vont se propager à la surface de l'eau. Imaginez-vous, on a un projectile qui arrive à plus de 10 km/s à la surface de la planète et là on va avoir un choc tellement important que les pressions que vont subir les roches à la surface sont phénoménales. Elles vont atteindre jusqu'à 100 gigapascales. Alors 100 gigapascales, ça ne parle pas forcément, mais imaginez, c'est la pression quasiment à 2000 km en profondeur. Ça veut dire qu'on va choquer les roches à la surface, on va les modifier. Et en fait, on va tout simplement modifier les minéraux, on va complètement les choquer, on va même les fondre parfois. Et donc en fait, les roches qu'on observe lorsqu'on forme un cratère d'impact, on ne les observe nulle part ailleurs, on les observe uniquement dans un contexte de cratère d'impact. C'est pour ça que quand on les cherche, on va chercher 3 principales caractéristiques. Tout d'abord, on va les regarder à l'échelle macroscopique. Souvent, lorsqu'on a un cratère, on concasse les roches, elles vont se remélanger dans une espèce de matrice plus ou moins fine, et ce qu'on va appeler une brèche d'impact. On va pouvoir aussi trouver des fractures tout à fait originales, des fractures coniques, très striées, et quand on les recasse, on va retomber toujours de manière pervasive sur ces cônes qui se propagent un peu de façon fractale. Ces cassures coniques qu'on appelle des shatter cones, on ne les trouve uniquement qu'en contexte de cratère d'impact. Si vous avez un shatter cone dans votre jardin, vous nous appelez parce que vous êtes sûr que vous avez
un cratère d'impact qui s'est formé pas loin de chez vous. Et puis si vous regardez les roches à l'échelle microscopique, vous allez trouver par exemple des grains de quartz. Alors un grain de quartz, normalement, quand vous le trouvez, quand vous prenez un grain de quartz au microscope, il est beau, il est blanc, il est lisse. Eh bien un quartz choqué, ça va être un quartz complètement zébré avec des lignes comme ça qui montrent que le quartz a connu un choc. Voilà donc les 3 grands indices que les chercheurs de cratères essayent de trouver lorsqu'ils identifient une structure potentielle. Juste pour finir, l'important, c'est évidemment de comprendre quand même l'ampleur et toute la dramaturgie qu'il y a derrière un impact. Imaginez-vous un astéroïde de 10 km de diamètre qui fait globalement la taille de Toulouse, par exemple. Quand ça tombe, c'est évidemment un choc monumental à l'endroit où ça tombe, mais ça va évidemment avoir des conséquences environnementales sur toute la planète. Et donc pourquoi je prends 10 km ? Parce que c'est l'exemple d'un astéroïde qui est tombé il y a 66 millions d'années sur la péninsule du Yucatan et qui a provoqué cette fameuse crise crétacé-tertiaire avec notamment la disparition des dinosaures. Lorsque cet objet est arrivé sur Terre à 10 km par seconde, va traverser l'atmosphère finalement en quelques secondes, mais d'un coup l'échauffement avec l'atmosphère, il va y avoir un embrasement généralisé dans l'atmosphère planétaire. L'atmosphère et l'océan vont être complètement soufflés en une fraction de seconde, tout aux alentours de l'impact. Et à un moment donné, il va y avoir la formation du cratère. Alors, lorsqu'on a la formation du cratère qui va durer certainement quelques minutes, imaginez-vous cette onde de choc qui se propage finalement sur toute la Terre, ce rideau d'éjecta qui va monter très haut dans l'atmosphère, ces roches fondues qui vont monter très haut et redescendre sur Terre encore chaudes. Imaginez-vous, c'est comme si vous étiez à côté d'un volcan qui crachait de la lave comme ça, et imaginez-vous évidemment, l'environnement autour va être complètement modifié. Et donc, quand on a ce cratère d'impact géant qui se forme, tous ces éjectats incandescents notamment vont provoquer des incendies, et c'est ce qui a été observé un petit peu partout sur Terre il y a 66 millions d'années avec de la formation de suie partout, où on pense qu'environ 50% de la biosphère terrestre a disparu au moment de cet impact, lié notamment aux incendies et à cet effet rôtissoir, parce que l'atmosphère se met à chauffer, mais évidemment toute la surface connaît des retombées incandescentes. Cet impact qui va provoquer tsunami, tremblement de terre, finalement va être à l'origine d'un changement climatique profond finalement à l'échelle de la planète. Comme je vous l'ai dit au début, il va y avoir la retombée de ces éjectats incandescents, provoquer des incendies quelques jours après l'impact. Et puis naturellement, quand vous avez des millions de tonnes de roches qui ont été éjectées dans l'atmosphère, toutes ces poussières vont rester des mois, voire années dans l'atmosphère, va obscurcir toute l'atmosphère terrestre, et donc il ne fera tout simplement plus jour à la surface, il fera en permanence nuit. L'effet de photosynthèse, la photosynthèse va s'arrêter, et ça pendant effectivement plusieurs années, et donc on va avoir une chute de la température à la surface de la planète qui va complètement modifier l'environnement terrestre, provoquant la disparition de nombreuses espèces. Avec cette atmosphère qui s'est obscurcie, le soleil va continuer à chauffer, et donc progressivement l'atmosphère va remonter, et là ça va faire effet inverse, il va y avoir une augmentation de température pendant plusieurs milliers d'années. Donc vous voyez qu'évidemment lorsque vous avez la formation d'un cratère d'impact, ce n'est pas juste un impact à un moment donné, c'est finalement un bouleversement climatique sur plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'années. Quand on pense que ça c'est le résultat d'un cratère d'impact, on peut imaginer l'environnement de tous les corps planétaires dans le système solaire. Quand on regarde la Lune, on compte des dizaines, des centaines de milliers de cratères sur Mars, sur Encelade, sur Callisto, pareil. Ces cratères qui se sont majoritairement formés il y a 3-4 milliards d'années, effectivement, et notamment au tout début de la formation des planètes, sur environ 500 millions d'années, l'environnement planétaire était complètement hostile. Donc imaginez une planète Terre qui a connu sans cesse un bombardement très intense, avec tous les effets que je vous ai décrits juste pour un. On a
encore une histoire à écrire. On ne comprend pas encore cette période primitive où on avait un bombardement très intense. L'histoire reste à écrire et à comprendre, et notamment l'apparition de la vie à la surface de la planète Terre et pourquoi pas des autres corps planétaires. Sur Terre, eh bien, nous connaissons 200 structures d'impact. Plusieurs études ont montré qu'il existait encore peut-être quelques dizaines, voire centaines de structures d'impact à découvrir sur Terre. Et donc pour découvrir ces structures, eh bien, on a une planète Terre finalement à couvrir. Et donc nous avons mis en place, en collaboration avec le Muséum d'Histoire Naturelle, eh bien, le programme Vigicratère, qui invite tout simplement tous les citoyens à parcourir le monde pour essayer de trouver ces nouvelles dépressions qui sont peut-être cachées tout simplement dans le désert ou dans la forêt équatoriale. Alors, on invite chacun à devenir chasseur de cratères et à essayer de tout simplement lister de manière exhaustive tous ces impacts qui ont profondément modifié l'histoire de la Terre.